Wikipédia van internet. Aujourd'hui, nous retrouvons dans un nouveau épisode de Shade with Me. Shade with Me, c'est une initiative pour la gestion de cœur. Je m'appelle Tej et avec moi, l'élève invité. Et pas invité là pour répondre aux autres questions qu'ils ont posées nous sur le réseau. Et là, moi, les autres découvertes, c'est invité là. Bonjour à tous, moi c'est Fatima Ganti, je suis psychologue à Maurice depuis 8 ans. Je suis enregistrée avec le Allied Health Professional Council à Maurice. Et donc, moi ici aujourd'hui pour que vous savez cette childhood trauma, c'est quoi exactement et qui les fait capables de dans la vie. Et moi, vous donne tips à vos parents qui pour aider justement mieux grandir les enfants et les affaires qu'ils sont capables de faire pour réduire les risques que les enfants sont capables de développer un childhood trauma plus tard. Merci Fatima pour l'introduction. Et première question qui nous gagne depuis l'audience, c'est qu'est-ce que ça, childhood trauma? Et que me laisse pour répondre à cette question. Donc, childhood trauma, ça veut dire que les enfants, quand ils sont petits, ils passent par une situation négative, qui, au fait, dans cette situation-là, ils prennent une manière pour sortir de là. Et donc, cette situation-là fait à ce qu'ils, quand ils sont jeunes, ils passent en sécurité émotionnelle. Donc, il y a plusieurs critères qui déterminent cette situation négative-là. Merci Fatima pour la réponse. Et deuxième question que nous pouvons adresser aujourd'hui, c'est quelles qualités, expériences capables de cause trauma dans un enfant? Donc, il y a plusieurs critères qui sont capables de causer trauma pendant l'enfance. D'abord, il y a abus et négligence et abandon. Il tombe dans ces trois critères-là. Quand nous causons abus, il compte comme abus physique, abus émotionnel et abus sexuel. Négligence, il compte comme négligence physique et négligence émotionnelle. Et abandon, c'est par rapport à une décès de parent ou un parent qui quitte le toit familial inhalé. La prochaine question, c'est qui va le childhood trauma? Donc, quand les enfants sont petits, c'est pour finir qu'on peut passer un childhood trauma. Souvent, quand il y a deux extrémités qui sont la cave agir, un côté, soit ils renferment lui-même, il pas causer, ou soit il est capable de taper des dreams, il reste en rêve. Ces enfants sont à tête dans rêve. Parce que ça, c'est un trauma response que tu dissocié de la réalité. Ou soit le complet opposé, que quand les enfants sont mal élevés, ils font tantrums, ils essaient de se les en bas, ils restent pleurer, tout le temps dans un mauvais mood. Ça, c'est pendant l'enfance. Et quand un jeune devient grand, très souvent, c'est à partir early 20s qu'un jeune pour réaliser qu'il n'est pas de childhood trauma. Avant ça, il n'est pas pour réaliser, parce que quand on est encore jeune, surtout quand on est un enfant et un adolescent, nous littéralement peut survivre cette situation-là. Donc, quand on est dans un survival mode, que nous peut survivre, ce qu'il peut go through, nous pas vraiment gagner l'occasion process ce qui peut arriver. Et littéralement, comme je peux nager dans la mer qui n'a ricaise, pas pour réaliser la ricaise. Moi, je sorti loin de sa madre là pour vivre. Donc, c'est juste quand nous, dans early 20s, quand nous, n'est plus dans sa survival mode, là, que nous réalisons que nous passons de childhood trauma. Et dans nous, la vie d'adulte, c'est que on a beaucoup de mal pour former des relationships avec des gens, pas juste romantiquement, mais avec quiconque. Nous, une relation, il a tendance à être courte et instable, ou bien intense. Aussi, on a beaucoup de mal pour faire confiance du monde. On est capable de mal people pleasers, que on a beaucoup de mal pour dire non à du monde. Même si on a envie de dire non, on feel beaucoup de culpabilité pour dire non. Beaucoup de gens qui ont childhood trauma, c'est vraiment struggle avec boundaries, que tu monde most lost it quelque part. Et pas de gens qui ont childhood trauma, c'est aussi, il a une very low self-esteem, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment valorisé même autant. Et le signe aussi, c'est quand ça se dit plus dans une relation romantique, que tu deviens émotionnellement, soit tu deviens émotionnellement dépendant de l'autre partenaire, ou soit tu es complètement détaché émotionnellement. Notre prochaine question, c'est comment childhood trauma capable d'affecter l'esprit et personnalité individuelle? Donc, quand il s'agit de développement de l'esprit, childhood trauma, effectivement, il affecte nos capacités de penser, nos capacités de réfléchir et nos capacités de faire balance. On appelle ça le côté cognitif, façon d'affecter nous mentalement. Donc, mentalement, il est capable de cause mental illness. Mental illness qui va diminuer une tendance suite à une childhood trauma. Souvent, c'est ADHD, que tout le monde a beaucoup de mal concentré et beaucoup de mal justement pour réussir complètement le task, etc. Et côté mental aussi, beaucoup de gens qui ont childhood trauma ont l'anxiété. Et l'anxiété affecte nos capacités concentrer et faire une task parce que beaucoup de gens ont tendance à overthink.
ou soit la dépression. Ça, du côté, le côté cognitif. Et ben, mental illness qui est causé côté, comment il affecte la personnalité, c'est que ben, du monde qui passe dans un childhood trauma, il a plus de tendance à développer une personality disorders, qui va aussi ben mental illness. Donc, ben, mental illness qui affecte une personnalité par rapport à childhood trauma, c'est narcissistic personality disorder. On a tendance throw ça word là, ah ouais, il y a narcissisme. Ben, du monde capable de montrer narcissisme sans pourtant il a le mental illness. Donc, ne pas dire ça, il y a un narcissisme. Il y a pourtant qui ne pas dire du monde narcissisme parce qu'il y a un actual mental illness. Mais c'est pas du monde qui passe dans un childhood trauma qui a plus de tendance à développer de illness, un narcissistic personality disorder, mais aussi un mental illness qui est associé avec childhood trauma qui affecte une personnalité, c'est ce qu'on appelle borderline personality disorder. Ok. Les est assez sensible. Et que maintenant, on fait comment dire, un enfant, il passe par un mal trauma de l'enfance. Mais il n'est pas rappelé. Est-ce qu'il est capable d'affecter lui maintenant, il y en a deux? Oui. Donc, parfois, nous pas rappeler le trauma en elle-même, parce que très souvent, le cerveau dit suppressment memories quand nous peut grandir. Mais nous, là, c'est ce qu'on appelle un triggers. Un trigger, c'est un fait qui rappelle nous de un trauma. Un trigger, il est capable de n'importe quoi, il est capable de parfum, il est capable d'un endroit, il est capable de n'importe qui ça fait, qui tient là dans ce moment qui nous traumatisé là. Par exemple, si ça dit qui nous traumatise nous là, tu peux mettre un parfum, oublier l'instance of trauma, mais là, dans la vie d'adulte, nous avons du monde qui met exactement le même parfum et nous commençons à feel anxious, nous commençons à agiter et nous commençons à avoir une panique attaque out of nowhere parce que ça parfum là, il y a un trigger de ce trauma. Malgré qu'il n'en est pas pu arriver dans le présent, que du monde là, 100% safe, mais nous ne savons pas feel safe parce que nous savons une registre ce trauma qui nous passe là et qui fait du monde anxiété ou même qui fait une panique attaque là parce que quand dans un moment de trigger là, étant donné que nous savons rappeler ce qui nous passait, nous savons remettre nous dans le même état mental que nous étions pendant ce moment que nous pouvons vivre ça trauma-là et inconsciemment, sans nous réaliser, nous savons faire nous penser que la même chose peut réarriver encore une fois. Il y a un problème mental qui est souvent associé avec childhood trauma. Donc, un problème mental qui est associé avec childhood trauma dans la vie d'adulte, c'est anxiété et dépression, et narcissistic personality disorder, ADHD et borderline personality disorder. Brièvement, je suis capable d'expliquer ça va de mental illness là. Anxiété, ça veut dire que tu vivre avec beaucoup de frayeur et c'est pas réussir à identifier ce frayeur. Tout ça peut faire ce faire. Ça fait qu'en général, les autres ne pas faire. Bien pour sortir la case, bien pour besoin du monde, bien pour causer, bien pour conduire le dos, etc. Et je engage dans excessive worrying. Donc, tout ça fait ce gain tracas. Donc, du monde qui est dans childhood trauma, c'est l'anxiété. Vous êtes aussi dans la dépression. La dépression, il y a peu différent de l'anxiété que tout le temps, vous êtes dans la tendance, c'est dans le low mood. C'est-à-dire, tout le temps, vous êtes dans une baisse d'humeur, c'est pas dire envie de faire un nier, vous êtes sans l'écolo, vous êtes triste tout le temps sans aucun trigger. Un autre mental illness qui est causé par childhood trauma, c'est ADHD. Donc, du monde, il a extra beaucoup du mal pour avoir une attention bien définie. Donc, se perdre focus bien vite, se procrastiner extra beaucoup, je suis vraiment impulsif parfois, je suis hyperactif parfois. Et le mental illness, c'est narcissistic personality disorder que pas du monde vraiment pour autres relationship c'est power et control, c'est contrôle tout du monde autour de eux, c'est la pouvoir les autres du monde, c'est vraiment critique du monde, rabaisse du monde, c'est servir du monde, etc. Et le but c'est justement pour qu'il gagne sa contrôle là l'autre du monde et aussi c'est vraiment manque d'empathie envers les autres et en fait parfois ben, du monde a deux visages, comment dire, c'est pas abusif envers certains du monde et envers deux du monde, c'est bien gentil, bien kind, bien caring. Et raison que vous êtes gentil avec les autres du monde, c'est justement, vous êtes gentil si c'est avec du monde qui est bizarre. Donc, pour cette relation, c'est, vous prenez une relation si c'est avec du monde qui est serviable pour ce trouve du monde, comment cette properties, ou bien du monde qui est accessible à eux. Un dernier mental illness qui est associé avec childhood trauma, c'est ce qu'on appelle borderline personality disorder, que du monde, il a beaucoup de mal à réglementer l'émotion, parce que toute bonne émotion vient en intensité. Donc, soit je sens tout en intensité, soit je pas feel nothing at all. Pour pas dire qu'il y a borderline personality disorder, ça m'appelle la gray area. C'est either black or white. Et aussi, on a beaucoup de mal à avoir une stable relationship avec du monde, parce que c'était une huge fear of abandonment. À cause de childhood trauma, tout le temps, je pensais du monde pour abandonner. Donc, à cause de ça, je jump from relationship to relationship. Quand on a un pattern de une romantic relationship, c'est très souvent une relation qui est très courte, mais qui est très intense.
Alors, la prochaine question, c'est comment identifier comment bonding de famille? Et qui est capable de faire pour faire ça? Donc, un trauma bond, ça veut dire qu'il y a un interplay entre l'amour, l'affection et abus. Ça veut dire un trauma bond, un trauma pour abuser, ok? Physiquement, verbalement, émotionnellement, etc. Et il peut abuser pendant une période de l'époque. Là, automatiquement, tu n'as pas fini de connaître les peut abusé. Et quand il connaît les peut abusé, c'est qu'il peut faire, il peut voice out. Là, quand il voice out, il met un boundaries avec abuser là. Abuser là pour manipuler. C'est-à-dire, l'abuser là pour love bomb, c'est-à-dire pour donner un tel amour, pour essayer de racheter lui-même. Et le but, c'est une manipulation parce que abuser là pour essayer de regagner confiance, pour essayer victime là de regagner confiance en lui. Et là, la relation là pour lui, une stabilité pour une période de temps. Parce que le but, c'est justement manipuler du monde là, comme ça, il a regagner confiance dans du monde là. Et là, quand abuser là trouvé que du monde là, il regagne confiance dans lui, là, il pour recommencer à abuser. Donc, c'est un cycle. Et c'est pour ça, beaucoup du monde pas quitter une relation toxique. À chaque fois, c'est qu'ils ont trop de quitter. Jumla remanipule zot, réagit à bon, fait que ma jaline changer, juste pour faire victime la file, qu'il ait changé. Mais une fois que victime la regagne confiance dans ce abuseur, elle là, abuse la continue. Donc, à chaque fois, il y a ça interplay entre abuse et l'amour là, qui fait à ce que beaucoup de monde sont coincés dans une toxic relationship. D'après vous, comment faire pour contrôler un trigger, un flashback, un trauma qui vient? Qui conseille tu là pour demander? Donc, raison qui fait un trigger et flashback, c'est parce que ça est relié à ce trauma et dans le présent, quelque chose de similaire peut arriver. Et donc, pour les quand manage ce ban trigger, il bizarre fait lui-même sentir emotionally safe. Donc, il y a plusieurs façons qui nous capables de nous-mêmes sentir emotionally safe quand nous avons un trigger. Premièrement, c'est self-reassurance. Parfois, cause avec nous-mêmes, dire nous-mêmes, qui nous save, qui n'en est pas pu arriver, qui nous pourrait s'y manager, etc. Nous pas réaliser quand nous disons ça fait là out loud et quand nous tenons ça, comment ça trick le nervous system, fait nos corps qui nous save. Une deuxième façon pour nous manager, nous trigger, c'est vraiment deep breathing. Quand nous respirons, on appelle ça box breathing. C'est-à-dire, nous respirer fort pendant 4 secondes, nous tenir quelques secondes pendant nous langues, après nous expirer pendant 4 secondes. Box breathing, il vraiment aide réguler le breathing. Et nous avec l'appel grounding technique, c'est-à-dire nous servir nos bonnes sens et nous focus nos bonnes sens sur ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, le toucher, nous essayons de toucher les affaires et nous essayons de faire cette sensation-là dans nous, la main, nous sommes capables d'essayer de sentir les affaires, nous guetter autour de nous, nous essayons d'écrire les affaires autour de nous. Et ce qu'ils savent faire, c'est que quand nous pouvons faire un trigger, nous pouvons sentir un symptôme qui est assez fort. Par exemple, nous sentir le cœur battre, nous pouvons faire un heart attack, nous pouvons hyperventiler, nous pouvons respirer. Mais quand nous faisons cette grounding technique là, c'est qui ça fait ça et nous tire nous l'attention de bonnes symptômes et mettre autour de nous comme ça nous sentons ça bonnes symptômes là moins intense. Un dimanche de manière, qui est une thérapie plus efficace pour guérir par le trauma? Donc, il y a deux types de thérapies en particulier qui aident à heal childhood trauma. Premièrement, c'est ce qu'on appelle EMDR thérapie. Ça se fait à travers eye movement. Et ça, c'est pas tout psychologue qui est capable de faire ça parce que vous avez un special training en EMDR pour réussir à faire ça. Un autre type de thérapie, c'est psychoanalyse. Et ça, type de thérapie, ça n'a pas une talk therapy. EMDR n'est pas vraiment une talk therapy. Et si on a envie de causer, un talk therapy, c'est psychoanalyse. Et dans un type de thérapie-là, justement, psychologue-là, est du réel dans l'enfance, qu'en tout cas, heal the problem from the source. C'est-à-dire qu'on prend justement comment au cerveau enregistrer sa bonne trauma-là de l'enfance, comment ça va trauma-là chez façon qu'il pensait, façon qu'il feel, façon qu'il agit. Et là où, justement, comprend comment c'est ça. Et là, plus un self-awareness, comment c'est ça qui est toujours bien affecté aujourd'hui. Et là, ensemble avec ou psychologue ou apprendre à développer un healthier coping skills qui est de process tout ce qui est arrivé différemment. Parce que tout ce qui est arrivé so far, c'est pas de ou DNA ni de ou génétique, ça c'est qu'on apprend par rapport à l'environnement de l'enfance. Donc si on cap apprendre quelque chose, on cap unlearn. Mais pour unlearn, vous avez connu d'abord que ça sont outils. Donc on réalise l'enfance ou justement développer un self-awareness de tout ça behavior qui est bien problématique là, que ça exactement ils sont outils dans l'enfance. Comme ça, on peut unlearn tout ça, pas de pattern to learn so far, jusqu'à ce qu'on arrive à l'adulte. Qui conseille au cas de nos parents ou même du monde qui occupe les enfants, vous êtes en paix trauma ou même diminué? Ce qui est très important, vous un adulte, vous créer un espace pour les enfants là. C'est-à-dire un espace pour les cas exprimer
un espace pour les caves épanouis, que les caves sentir acceptés pour ce qui était. Et pour qui est faire ça d'abord, vous avez dans la guerre, vous avez dans la violence, vous avez dans argument, tout ça, parce que les enfants là, vraiment, ce cerveau enregistre ça depuis le plus petit. Aussi, les enfants, quand ils sont petits, c'est pas Zouzou qui les disait, c'est l'affection. Donc, vraiment, donne l'affection aux enfants là, jouer avec lui, faire gâter avec lui, pose les bonnes questions et les découvrir bonnes affaires par lui. Très souvent, les affaires me trouver comme les enfants commencent à scroll, les parents littéralement peuvent morcer derrière ces enfants, peuvent suivre ces enfants. Et c'est, bien sûr, c'est pour créer l'espace pour que ces enfants ne soient pas blessés. Mais les enfants, la découverte de l'environnement, si ces enfants peuvent commencer à scroll, pas besoin de suivre, veiller des piluettes, donner l'espace qu'ils peuvent découvrir sur l'environnement, laisser trappe bonnes affaires, laisser explore bonnes affaires autour de lui. Et après, quand il est un peu plus grand, 3 ans, 4 ans, vraiment montrer-lui l'émotion. C'est quoi l'émotion? C'est quoi colère? C'est quoi happiness? C'est quoi sadness? Et faire lui feel que c'est OK pour lui feel ça va de l'émotion là. Je besoin de, et l'apparence de dire aux enfants, tu es bien en colère. Mais c'est une émotion normale. Comment c'est par exemple, les enfants filent une émotion qui est normale? Mais depuis les petits, 3 ans, 4 ans, montrer-lui comment gérer l'émotion là. Par exemple, depuis les petits, un toddler, je vais montrer-lui comment respirer, faire bad breathing, je te fais, après je vais lui faire pareil, comment je aussi encourage lui. Depuis ça là, ça est très important que je build ce self-esteem. Quand il fait une affaire de bien, je finis comment se praise lui, je les autres fiers de lui. Les enfants, tous les jours, voyez, donc, ils disaient, que vous êtes content. Les enfants, voyez, donc, tous les jours, ils disaient, que vous êtes content, lui. À ça, s'il fait une erreur, c'est pas le pégal, il crase le vase. Pas besoin de crier en lui, parce que les petits petits, il pas connaît, il fait une erreur. Embrace ce man erreur, fait que it's okay, il fait une erreur, ça arrive. Fait qu'il connaît que même s'il fait une erreur, c'est pas grave, il est toujours un bon enfant. Ce cas rassure lui parce que vous trouvez quand les enfants, quand ils petits, ils font rien, ils peuvent paniquer, ils peuvent peur. À ça, ce criant, ils se fait des plis peur. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas créer un safe space pour ces enfants-là. Donc, vous avez besoin de vraiment rassurance quand ils ne pas connaissent, quand ils sont perdus, quand ils sont confus. Comme ça, quand je fais, applique ça, man, tips là, c'est que je peux faire en tant que parent, je peux vraiment créer un espace pour ces enfants, que ils sont safe et que ils sont connectés avec eux. Et là, il profil que justement, il est accepté pour ce qui était. Et c'est ça qui peut justement faire qu'il commence pour gagner un healthy self-esteem. Merci Fatima pour une bonne question de childhood trauma. Et quand on peut switch to parenting, les parents peuvent améliorer le parenting style. Et une de mes questions qui est l'audience in demande, c'est explique-nous le type de parenting. Et pour donner la parole pour clarifier le type de parenting qui existe. Donc, il y a 3 types de parenting: authoritarian parents, authoritative parents avec laisser-faire. Authoritarian parents, c'est un parent qui est extrêmement controlling, c'est-à-dire ce qui me dit ça même. Les enfants sur l'opinion pas compter, ils n'ont pas le droit voice out, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Donc, parents qui peuvent décider tout. Très souvent, c'est même le choix des enfants là. Moi, je vais pas habiller, moi, je vais quel sujet vous faire dans l'école, moi qui vous décider quand tu as droit à un boyfriend, soit une girlfriend. Les enfants là, pas le droit même dire ce qu'ils pensent de ce propre la vie. Et aussi, les authoritarian parents, c'est très souvent mettre un règlement, mais les enfants là pas comprendre qui fait ils fait certaines choses. Par exemple, tu n'as pas le droit de sortir. Les enfants là même pas connaître qui fait pas le droit de sortir. Donc très souvent, la loi là pas être expliquée aux enfants. Donc les enfants se filent qu'ils ont besoin de faire quelque chose, mais ils ne pas connaître qui fait ils ont besoin de faire ça. Et étant donné que les parents se mettent un règlement, les enfants là pas connaissent qui fait, donc les enfants là même pas connaissent qui ce parent expecte de lui. Donc très souvent, surtout pendant l'adolescence, ils faisaient littéralement comme s'ils étaient walk on eggshells dans la case, parce qu'ils ne pas connaissent quand ce parent est content, quand ce parent pas content, et ça lui vraiment contribué à le self-esteem et un manque d'identité que les enfants là pas connaissent même qui s'en a été, parce que les parents là tellement controlling, les enfants là ça ils prend bien l'opportunité, ça freedom pour découvrir qui s'en a été là, et qu'au final il vraiment vient un people pleaser, il a du mal pour mettre boundaries, etc. à cause qu'il est a controlling parents. À cela, authoritative parents, c'est un parent qui a une combinaison entre rules et freedom. Donc, parent là vraiment qu'on fait balance, que ça il peut impose ban rules et que ça il peut donner liberté à ses enfants. Et c'est un parent qui capable de faire compromis. Par exemple, les enfants là envie de sortir avec ce camarade, parents là capable de dire non là tu vas pas sortir parce qu'il a l'école, mais dans les vacances tu capable de sortir. C'est un parent qui vraiment fait un compromis, qui ajuste à ma needs à ces enfants là, qui essaie de comprendre ces enfants là, qui essaie d'écouter et qui essaie de comprendre justement qui essaie de comprendre qui fait ses enfants envie de faire certaines choses.
Et aussi, c'est un parent qui explique, qui fait bien faire certaines choses. Il pas possible impose ben, la loi de ses enfants, et il peut expliquer ses enfants qui fait ça, ben, la loi là important, et ben, enfants, il a plus de tendance, écoute ça, ben, parent là, parce que je comprends qui fait ça, bien faire certaines choses. Et une dernière forme de parenting, c'est ce qu'on appelle laisser faire, et donc, c'est un parent négligent, il n'a aucune la loi, c'est complètement absent. Les enfants font ce qu'ils ont envie. Il n'y a aucun règlement. Et c'est pour ça les enfants aussi. Malheureusement, ça va les enfants-là sont plus tendance à être rebelles parce que c'est bizarre une guidance, c'est bizarre imposition, mais pas fini dans l'année. Donc, c'est pas des enfants qui vraiment, il a plus de tendance à finir dans la délinquance ou d'une des enfants rebelles. Et que là, bon parent peut demander comment je suis capable de balance l'amour et discipline convenablement. Je me pensais une affaire assez difficile. Donc, discipline est très important. Donc, quand je peux mettre une discipline, et je peux expliquer aux enfants qui fait, ils peuvent faire certaines choses. Ça, c'est une chose. Mais à ce moment-là, aussi, je peux, pour vraiment réussir, je trouve la balance, je peux essayer de comprendre aux enfants ce point de vue. Pas si je dis non sans comprendre aux enfants là ce point de vue. Très souvent, quand je peux dire non aux enfants, je peux dire ça as an adult. Mais essayez de mettre dans la place d'enfant là. Peut-être à 15 ans, 16 ans, il est normal que les enfants puissent faire certaines choses. Donc, vraiment, quand je communique avec les enfants, essayez pas de faire as an adult, mais essayez de faire as a teenager. Essayez de mettre dans la psychologie et mentalité des enfants là. Essayez de comprendre. Essayez de manier qui fait envie de faire certaines choses. Par exemple, il n'a pas envie de famille. Non, tu as besoin de famille. Qui dit mon budget? Mais c'est comprendre qui fait. Est-ce que tu as un problème avec ta famille? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as fait quelque chose? Donc, vraiment, trouve la balance. Vous essayez de comprendre ces enfants-là, essayez d'écouter. Et vraiment, ce qui est plus important, c'est essayer de trouver un compromis. Par la réussir mettre sur règle, mais aussi ces enfants-là, dans la mesure du possible, les gars, ce qui ont envie. Et que ça suive pour la question de comment un parent capable de faire ses enfants bilan de sécurité émotionnellement. Donc, l'IBSA crée un espace pour les enfants-là. Et ça veut dire quoi? Pas juge les enfants, pas shame les enfants. Malheureusement, à Maurice, beaucoup de parents engagent dans shaming et ne pas réaliser qu'il est extrêmement détrimental pour self-esteem des enfants. Et ça, shaming-là, capable d'avoir une conséquence à vie. Donc, shaming, ça veut dire pas humilier les enfants devant du monde. Si c'est une affaire pour dire aux enfants, faites-les passer comme un commentaire constructif au lieu de faire les sentir mal lui-même. Par exemple, une façon de shame les enfants, c'est servir par un mot dérogatoire. Par exemple, couillon, imbécile, une voix à rien, etc. Donc, essayer de créer un espace que vraiment ne pas humilier et ne pas rabaisser les enfants. Et aussi comprendre qu'il est normal que ces enfants pas bien. Il est normal parfois que ces enfants sont dépressés. Il est normal que ces enfants sont anxieux. Parfois, les parents ont tendance vraiment blâmer les enfants. Ah ouais, t'es trop le téléphone à cause de ça, tu veux sentir à cause de ça. Mais t'es trop resté dans la salle à cause de ça, t'es comme ça. Et c'est vraiment ce qui se bizarre faire pour parents pour faire les sentir safe, pose les questions, comprendre ce point de vue. Beaucoup de teenagers disent aux parents même pas care. Je bizarre vraiment montrer l'intérêt de la vie des enfants. De manière qu'il fait l'école, qu'il peut faire avec ses camarades, essayer de comprendre qui fait envie de faire certaines choses, qui fait certaines choses pas intéressées. Donc vraiment, il a ça l'intérêt là de la vie des enfants. Ces enfants, elles, ils peuvent sentir être compris, ils peuvent sentir être aimés, mais aussi, ils peuvent sentir qu'il n'importe ce qui arrive lui, il connaît qu'il est capable les autres et il n'est pas pour sentir être jugé. Nous pas capable de dire, ah, les enfants pas raconter non, rien, mais si tout le temps nous fait juger, nous fait critiquer, ou bien nous fait chez lui. Donc, c'est juste la compréhension qui vous fait ces enfants sentir safe pour vivre pour qu'ils sentent safe pour vivre n'importe quoi sans être jugés. Après où, comment un parent capable de de bien-être, surtout quand un enfant qui ne fait que connaissance. Il y a un type de burn-out qu'on appelle parental burn-out. Ça veut dire qu'il ne pas actuellement prendre le temps pour nous. Surtout quand on est care pour un bébé. Donc, il est très important pour les parents, maman et papa, qui se tiennent vraiment un self-care, qui se donnent même les temps. Trop occupé de enfants 24/7, ça peut faire se développer un burn-out, que ça peut faire excès de colère, que ça peut même se tomber une dépression, ou soit capable, ça peut créer un détachement avec ce partenaire. Donc, quelque chose qui peut-être c'était un management qui occupe ce bébé, et attend des temps, essayer de sortir avec ses camarades, faire un peu self-care. Ça est très important justement pour éviter l'anxiété et la dépression. Et de façon, je t'occupe de même, très important que quand les enfants, il ne faut pas oublier le partenaire. Quelque chose qui, c'est pas quand les enfants peuvent dormir, soit les grands-parents qui ont des enfants petits, et c'est vraiment toujours garder sa connexion là avec ce partenaire. Parce que parenthood est très très dur, surtout au début, surtout si c'est les premiers enfants.
Donc, make sure justement qu'ils se gagnent assez de temps pour dédier à ce couple aussi. Ça, c'est très important. Ben, les autres questions qui ben, mes parents surtout me demandaient, c'est est-ce que parenting style capable d'affecter le développement émotionnel des enfants? Oui, définitivement, parce que les enfants qui ont un authoritarian parent, comment tu dis là-bas, very controlling parent, ça fait à ce qu'ils enfants la peine à une identité, c'est-à-dire ils ne pas connaître qui ça n'a été, ils ne pas connaître ses propres valeurs, ils ne pas connaître qui est content, qui n'est pas content, ils ne pas connaître ce stress, ils ne pas connaître ce weakness, parce que les parents ils décident tout pour lui. Et il est là le souci là-dedans, quand il est grand, il pour une external validation, c'est-à-dire il pour envie qu'il donne sa approval qu'il pas gagné dans sa propre case là. Donc il pour crave sa external validation là, il pour attendre qui justement Jimon j'ai dit il est bon pour qu'il il connaît ça bon. Il pour tout en garde bien qui pas forcément bon pour lui. Il a plus de tendance à venir un enfant délinquant parce que justement, quand les types grandissent dans la case, c'est pas une ça l'espace pour être ce qui était là, ses parents ils contrôlent tout. Donc là, quand il vient un peu plus grand, il s'extériorise, ça va, tu sais qu'il est refoulé à l'intérieur de lui. Et donc, à la suite de ça, il est capable de venir un enfant rebelle. Aussi, ça a vraiment affecté notre self-esteem. Quand tu es un authoritarian parent, vous n'êtes vraiment pas valorisé eux-mêmes, vous n'êtes vraiment pas croire de eux-mêmes. Et ce qui fait à ce que justement, vous avez ça external validation. Ça amène nous à notre prochaine question, c'est comment un parent capable de préparer ses enfants pour une difficulté à l'école ou ça même dans la vie? Depuis très petit, les parents, ils ont fini éduquer leurs enfants le bullying. Très souvent, les parents ne pas actually informer leurs enfants le bullying, ne pas expliquer aux enfants c'est quoi bullying. Et là, quand les enfants arrivent à l'école, quand ils sont bullies, ils ne pas vraiment connaître comment handle ça bullying là. Donc, pour que les parents montrent aux enfants c'est quoi bullying depuis le jeune âge, les parents bien montrer aux enfants comment mettre boundaries. C'est-à-dire, mes parents bien montrer aux enfants, ils ok te dire non, tu n'es pas obligé de dire oui. Si un du monde cause mal avec toi, toi, le professeur, toi, le recteur. Donc, montrer aux enfants qu'il n'est pas helpless, montrer aux enfants comment feel empowered face à un abus qui arrivait dans l'école. Ouais. Donc, une autre façon, apporte boundaries, mes parents capables de montrer aux enfants plusieurs types d'abus qu'il y a. Bien sûr, quand nous pensons abus, très souvent, nous avons tendance à penser juste abus physique, mais ben, par exemple, ça montrer aux enfants aussi c'est quoi abus émotionnel, parce que très souvent, nous pas réaliser que l'autre forme d'abus émotionnel qui nous pas causé, c'est exclusion. Okay? Très souvent, dans l'école, ben, les enfants sont exclus, surtout depuis le plus jeune âge. L'école primaire, très souvent, nous disons, ah ouais, les enfants, là, les poules, nous pas pour jouer avec les. Soit mettre les enfants de côté, etc. Donc, ça, c'est pas une forme d'abus. Donc, parents-là, les mêmes, ils disaient apprendre d'abord c'est quoi abus, c'est quoi un type d'abus? Abus physique, ça, tous les enfants connaissent, tous les parents connaissent, mais plus abus émotionnel, exclusion, faire pas la blague aux enfants, parodier avec les enfants, coca gâter aux enfants. Tout ça, c'est pas une forme d'abus. Donc, il est très important que les parents montrent aux enfants, c'est une forme d'abus là. Et aussi, faire ces enfants connaissent qu'il n'est pas helpless, ni il n'est pas powerless. Si tu vas pas mettre boundaries avec ça, là, encourage les enfants pour speak up. Malheureusement, si les parents là, même si les gens qui pas capable de causer, les gens mangent les autres, mais normal, c'est pour encourager même ça fait aux enfants, ou bien reste tranquille, pas dire non, ou soit les enfants là, parents là, même pas besoin de dire ça aux enfants. Les enfants là pour observer ces parents là, ce behavior, et les pour faire pareil. Donc, c'est pour ça, encourage les enfants, à un monde assertif. C'est pour ça, encourage les enfants à pas rester tranquille. C'est pour ça, encourage les enfants à speak up. Qui malheureusement, à Maurice, si nous trouvent ça qu'on va faire la gueule, mais c'est pas faire la gueule. Parce que si nous, c'est l'expression. Mais si nous nous restons tranquilles, du monde pour continuer à se le donc, c'est pour ça, encourage les enfants. Encore une question qui nous gagne par rapport à parenting, c'est comment un parent est capable de reconnaître si ses enfants ils font face à me donner la parole pour répondre à cette dernière question de cet épisode. Très souvent, je vous trouvez ces enfants qui restent dans la salle. Et moi, c'est un grand problème de Maurice que les parents ils trop restent dans la salle. Mais ça, c'est un signe qui peut-être ces enfants peuvent souffrir de la dépression ou même de l'anxiété. Qui fait les enfants restent dans la salle? C'est qu'ils pas envie de rester dans la salle, mais ils filent que sur la salle, c'est un safe space pour lui. C'est une place que les gars protègent lui-même. Parce que souvent, quand ils sortent de la salle, ils peuvent causer qui pas bizarre, ils peuvent crier, ils peuvent être critiqués. Par là, pour trouver non, il n'est pas bon avec lui. Donc, si ces enfants renferment dans la salle, au lieu de critiquer, il trop reste dans la salle. Essaye peut-être, arrête critiquer, arrête shame, arrête, trouve non, il n'est pas bon avec lui. Donc, vraiment, un enfant qui peut renfermer lui-même, c'est souvent un enfant qui, justement, peut-être a un trouble psychologique. Un deuxième signe, c'est peut-être des enfants rebelles. Okay? Très souvent, on dit, ah, il peut faire.
la gueule, ou bien nous vous dire comment dire ça y fait la manière, ou bien crier, etc. Mais souvent, c'est une manifestation de l'émotion qu'il veut ressentir à l'intérieur de lui, et qu'il peut l'espace pour exprimer sa émotion là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, et c'est comprendre qu'il fait, il peut faire colère, qui fait il peut justement agir d'une façon rebelle. Si l'école est téléphonée, j'ai des enfants une fumée, ou bien des enfants une boire, au lieu de crier en lit la case, qui vous fait des enfants sentir encore plus mal, essayez de comprendre qui fait, poser des questions, demander s'il n'est pas bien, demander s'il y a un trouble psychologique qui peut faire ça. Donc, mes enfants rebelles, c'est pas forcément mes mauvais enfants. C'est mes enfants qui peuvent souffrir à l'intérieur des autres. Et je peux l'espace pour exprimer sa souffrance. J'espère que vous êtes content de cette vidéo-là et que vous trouvez ça éducatif. Et si c'était une bonne question, vous pouvez laisser en commentaire et peut-être nous pouvons faire une partie 2 pour répondre à une question qui vous est là. Et si vous avez envie de plus le childhood trauma ou n'importe quoi qui est relié avec mental health, m'habituer à faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, follow-moi le TikTok, mon nom c'est Fatima Ganti, psychologist. Et moi, dernier affaire qui me dit, c'est vraiment si vous pouvez souffrir de ce mental health, et la honte là-dedans, vous êtes capable de reach out à un psychologue ou à un psychiatre, et n'a pas de monde qui est là pour aider. C'est pas une honte, c'est pas une weakness, et c'est pas tout seul surtout, beaucoup de monde peut souffrir, et reach out, et avant qu'il soit trop tard, parce que capable de se la case, dans cet entourage, pour la du monde, mais si vous êtes un petit peu plus loin, et n'a pas de monde qui est là pour aider, donc pas hésiter à reach out si vous pouvez souffrir de ce mental health. De la part de la GCI de Kiev, je remercie Fatima pour une réponse à une question publique que demande au childhood trauma et parenting. Si vous avez plus de questions, mettez-les en commentaire et je me retrouve dans un prochain épisode de Shade with Me. Pas oublier, You Matter.